Bonjour à tous, merci de rester pour la conférence sur l'intelligence artificielle. On a 40 minutes ensemble. Je suis accompagné donc de Jérémy, de Vincent et de Raphaël qui vont se présenter juste après. L'objectif principal est de vous donner un maximum de détails et un maximum de concret. Des échecs, des réussites, à l'aube d'une loi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais elle sera française et européenne. Sur l'intelligence artificielle. Nous sommes aussi en plein dans l'utilisation de ChatGPT et donc de cette euphorie autour de l'intelligence artificielle. Et un de nos objectifs aujourd'hui, c'est de vous donner de la matière. Je ne suis pas modérateur habituellement, je suis chef d'entreprise. Je vais commencer par me présenter, mais comme je suis spécialisé en intelligence artificielle et que je connais mes confrères, nous allons essayer de vous donner chacun notre angle, notre vision et nos cas concrets. Je suis le patron de 22, ça s'écrit XXII en chiffres romains. On est 75, on est spécialisé dans l'analyse de vidéos en temps réel. On s'installe dans les villes, dans les sites privés, dans les stades, dans les monuments et même dans le retail ou dans l'industrie. Et on analyse les flux vidéo en temps réel. Un des objectifs principaux est de faire évidemment gagner du temps à l'opérationnel, mais surtout de laisser la décision à l'humain et de respecter l'éthique et le GDPR, très important. Je vais commencer par 2-3 use cases de ce qu'on fait chez 22. On est installé dans une 50aine de villes aujourd'hui, et dans les villes, c'est éclairé en pleine nuit, et ça sert de temps en temps à rien. On est dans des objectifs de réduction énergétique, et grâce aux caméras vidéo qui sont déjà installées dans les villes, on arrive la nuit à éteindre les lumières de manière automatique et à rallumer dès qu'il y a détection d'un humain ou d'une voiture. Et ça vient économiser dans les villes dans lesquelles on est pilote jusqu'à 70% de l'éclairage public la nuit. Mais des use cases comme ça, il y en a plein. C'est-à-dire que grâce à ces caméras aussi dans les villes, on arrive à monitorer les feux rouges. C'est-à-dire que vous, la nuit, quand vous attendez un feu rouge, et qu'il n'y a personne à droite, personne à gauche, dans ce cas-là, la caméra donne l'information et le feu passe au vert automatiquement. Ce qui fait économiser de l'arrêt et du démarrage, donc des gaz, mais aussi surtout beaucoup de fluidité. Et des cas comme ça, il y en a des milliers. C'est-à-dire qu'on peut monter jusqu'à travailler pour une grosse chaîne de fast-food, et cette chaîne de fast-food, on se met derrière les 35 caméras du restaurant, et on observe combien il y a de tables à débarrasser, est-ce qu'il y a eu 10 passages aux toilettes pour pouvoir aller nettoyer, depuis combien de temps attend ce client. Et tout ça, c'est une aide opérationnelle au manager du fast-food qui permet en fait d'aller beaucoup plus vite sur ces opérations. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu les caractéristiques de notre produit et notre IA. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes là pour vous expliquer ça. Et à la fin, on finira par une petite note d'avenir, d'espoir, où on fera tomber les peurs et on dira vraiment ce qui se cache derrière tout ce qu'on vend toujours au quotidien. Donc je me tourne vers un confrère qui a une réussite fulgurante, c'est Jérémy Jaouich. Enchanté de te recevoir. Merci. Bienvenue. Et je te laisse te présenter et nous dire surtout un use case ou quelque chose de très concret, que tout le monde comprenne. Donc merci pour l'introduction et merci pour l'accueil. Je suis Jérémy Jaouich, un des fondateurs et le CEO de Shift Technology. Donc pour vous décrire en 2 mots ce qu'on fait, on est une entreprise qui développe une plateforme d'intelligence artificielle pour l'assurance. Donc dit comme ça, c'est peut-être pas très sexy, mais aujourd'hui, quand on regarde dans la société, quand quelqu'un a un problème, par exemple une rayure sur un véhicule, un petit accident, un pépin de santé, le premier stress qu'on ressent quand on fait des sondages, c'est est-ce que mon assurance va me couvrir? Et en fait, notre mission, nous, chez Shift, c'est de pouvoir enlever ce stress-là, donc aider les assureurs, donc nos clients sont des grosses boîtes d'assurance, les aider à enlever ce stress-là, à pouvoir répondre à leurs assurés en temps réel, très vite, être disponible tout le temps. Est-ce que vous êtes couvert? Vous inquiétez pas. Est-ce qu'on prend en charge? Qui va venir vous aider? Et faire ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour plein de cas différents, en fait, ça nécessite énormément d'investissement. Donc Shift, en quelques mots, on est une société française, mais avec des bureaux dans plusieurs pays, notamment États-Unis, Japon et en Europe, et Singapour, qui est un des use cases, le use case dont on est le plus fier. Et donc aujourd'hui, on est 600 personnes, à peu près 300 personnes tech, dont plus de 200 data scientists, et focalisés vraiment sur l'assurance. Et une grosse licorne.
Et une des licornes après. Félicitations. Les licornes valorisation, c'est pas forcément dans l'air du temps, mais nous, ce dont on est fier, c'est vraiment de pouvoir être une entreprise française avec la R&D française. Et aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, 70% des accidents du pays passent par une plateforme française en France. Et il y a 5 ans, quand on faisait du porte-à-porte aux États-Unis, les gens me disaient mais jamais une entreprise française pourra apporter plus que ce qu'on fait. Donc ça, c'est quand c'est dur, on y pense ce matin. On se dit bon, on en était quand même là, et puis on arrive à avancer. Et peut-être un use case nous d'intelligence artificielle dont on est assez fier. Donc je parlais de Singapour. Donc à Singapour, en fait, on a commencé par aider les assureurs à détecter la fraude, puis à l'assurance, ce qui est notre premier produit. Après, ils nous ont dit ce qu'on peut faire plus. Et donc, en travaillant avec l'association des assureurs, et là-bas, ça va assez vite, ils se sont dit, bon, on va lancer un projet. À partir de, c'était il y a 1 an et demi, toute personne qui a un accident automobile dans le pays, qui veut se faire rembourser ou prise en charge, est obligé de déclarer son sinistre chez Shift, donc sur notre plateforme, donc tous les accidents du pays. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à poser les bonnes questions de manière dynamique aux deux parties, avec des algos qui prennent des décisions en lisant le texte que l'assuré donne. Et en fait, en temps réel, on arrive à décider qui est responsable. Donc, les deux parties en accident, au lieu de remplir un constat, en fait, ils se connectent. Il y a quelques questions. Et en fait, en fonction des réponses, on dit l'assuré A est responsable. C'est couvert, parce que souvent là-bas, ils ont tous l'assurance tout risque. C'est couvert, vous pouvez aller vous faire rembourser, et on arrive à automatiser une grosse partie des accidents comme ça. Top, super concret comme use case. À bientôt dans nos vies, j'espère. On va signer avec les grosses assurances françaises. En fait, ce qui est difficile, nous, dans l'IA, c'est que en fonction des pays, il y a des choses qu'on peut, on ne peut pas faire. Ce qui a énormément d'impact sur la possibilité de l'application de nos algorithmes. Et c'est pour le bien ou pour le pire. On regarde beaucoup la régulation et toutes les normes. Et nous, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est qu'en Europe, il y a vraiment une prise de conscience et vraiment avec le GDPR, une vraie volonté de faire les choses bien. Et finalement, même si c'est peut-être des contraintes de compliance, au moins ça vraiment aide à limiter les potentiels effets de bord de l'IA. Exactement. Il y a sûrement en plus des membres du gouvernement dans la pièce. Donc on fait le lobbying à mort. On a besoin de vous pour pouvoir faire avancer ces beaux projets d'IA. Merci beaucoup. Vincent, on se connaît bien. William. Tu as créé Artefact, magique, une référence. Raconte-nous un peu et donne-nous un petit use case dans la foulée. Avec plaisir, merci William. Écoutez, bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Je m'appelle Vincent Ossiani, je suis cofondateur et CEO d'Artefact. Donc nous, Artefact, on a choisi de se positionner sur du service. Dans un monde où en fait tout le monde prône la technologie, notre positionnement, c'est vraiment d'aller accompagner nos clients pour aller construire leur propre use case autour de la data et l'intelligence artificielle. Donc on est aujourd'hui la première société de conseil en Europe spécialisée dans la data science. On est 1200 collaborateurs. On est présent dans 20 pays. En combien d'années? On l'a monté il y a 7 ans. Voilà. C'est fou. Donc c'était une aventure humaine assez importante. On est présent aujourd'hui dans 20 pays. On est présent aux US, en Chine, ce qui est assez rare finalement pour une entreprise de notre taille. Beaucoup au Moyen-Orient et évidemment beaucoup en Europe. Donc notre positionnement, on a un positionnement qui est très horizontal. Notre idée, c'est d'aider nos clients à construire leurs propres projets, leurs propres produits en utilisant finalement les outils. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, c'est le thème d'aujourd'hui, l'IA est à la portée de tous. Pour construire un logiciel, aujourd'hui, on va utiliser des algorithmes qui sont open source. On va utiliser des données qui, grâce au RGPD notamment, sont beaucoup plus accessibles et on sait ce qu'on peut utiliser. On passe du temps à les trier évidemment, mais ces données sont accessibles. Et notamment tous les efforts du cloud, on reviendra peut-être dessus, mais ont permis de construire des choses beaucoup plus facilement. Donc notre job, c'est vraiment d'aller accompagner avec un volet évidemment transfo, humain qui est hyper important. Artefact, c'est art et fact. Nous, on croit beaucoup à l'association finalement entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Et chez Artefact, il y a moitié de gens qui font de la tech, l'autre moitié qui font plutôt de la transfo avec nos clients. Alors peut-être quelques exemples. Oui. Voilà. On travaille, alors je peux citer cet exemple parce que c'est public. On a travaillé par exemple avec le groupe Carrefour pour aller faire des boulangers augmentés.
J'adore ce use case. C'est un exemple qui parle beaucoup aux gens. Ouais. Alors les gens ne le savent peut-être pas, mais le boulanger, dans les supermarchés fabrique une grande partie des viennoiseries, des baguettes de pain, des croissants sur place. Et le boulanger passe du temps le matin pour aller faire ses calculs pour que tout le monde en ait tous du pain chaud et des croissants en bonne quantité. Il y a une grosse part de gaspillage parce qu'en fait, à la fin de la journée, tout n'est pas à consommer. Et donc, on a construit pour le boulanger un algorithme finalement très simple d'usage qui permet au boulanger de prendre tous les paramètres en compte. Est-ce qu'on est le week-end? Est-ce que c'est la chandeleur? Est-ce qu'il fait beau? On prend tout ça, on fait tourner dans une moulinette et finalement, à la fin, on lui donne heure par heure nos estimations de combien on va consommer. Voilà, donc c'est des exemples. Cet exemple-là a permis chez Carrefour par an d'économiser l'équivalent de 5 millions de croissants. Donc c'est des exemples très précis qui parlent énormément aux gens. Je peux donner un autre exemple d'IA. L'IA, c'est pour tout le monde. J'ai donné l'exemple du boulanger. On va aujourd'hui aller travailler avec une association qui s'appelle Code Phoenix. Artefact va intervenir dans les prisons. Et notamment, on va utiliser ChatGPT. On intervient sur un sujet qui est la réinsertion. Et en fait, un des gros sujets, c'est d'aider notamment les détenus à écrire leur lettre de motivation. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en utilisant ChatGPT, donc il y a aussi d'autres algos, on va utiliser notamment du speech to text pour que les détenus puissent faire ce qu'on appelle du prompt, donc utiliser l'algo correctement. On utilise des données de leur CV, on utilise du coup ce qu'ils vont communiquer à l'algo et on va brancher ChatGPT pour qu'il puisse rédiger avec une relecture humaine bien sûr, mais faciliter l'écriture finalement d'un CV ou d'une lettre de motivation. Et en fait, voilà le message aujourd'hui que je porte, il est très optimiste. On se rend compte que des tels outils finalement déjà sont à la portée de tous et permettent vraiment de changer des vies. Et donc voilà, je suis extrêmement optimiste sur l'usage de ces technos dans les prochaines années. Voilà. Pour reprendre le gaspillage entre guillemets chez Carrefour, c'est le genre d'algo qu'on peut imaginer faire CTRL-C, CTRL-V sur plein d'autres cas d'usage autour de l'alimentation, et on peut même remonter jusqu'aux fournisseurs et aux fabricants et leur faire justement les bons volumes au bon moment, et ça permettra d'économiser beaucoup de choses. Voilà, ça on fait évidemment ça. Et du coup, effectivement, je ne vais pas dire que tout est simple, je dis juste que le problème se reporte. Ouais. Finalement, les algos sont craqués. Je prends l'exemple de Stable Diffusion, donc il y a un algo concurrent de GPT, mais c'est le même principe. Il est open source. Ces algos aujourd'hui sont construits par des laboratoires de recherche, des universités, sont disponibles. Et donc le problème se reporte en amont et en aval, et c'est ça qu'on fait. Finalement, en amont, il faut trier les données. Il n'y a pas de solution miracle. On intervient chez des clients et on passe beaucoup de temps à ce qu'on appelle gouverner les données pour qu'elles soient accessibles, en qualité, standard. Il y a souvent des données qui se recoupent, qui ne veulent pas dire la même chose. Et en fait, on reviendra dessus, mais à la fin, c'est aussi en aval, aider les gens à s'approprier la technologie. J'ai plein d'exemples où, en fait, il peut y avoir un manque de confiance ou de rejet. Et donc, nous, on travaille beaucoup pour éduquer, former. On a monté une école qui s'appelle la School of Data. On a formé 2000 personnes sur les sujets de la data et l'IA cette année. Et on croit beaucoup au pouvoir de l'éducation sur ces sujets notamment. Trop bien. C'est comment on implémente l'IA dans la vie réelle. Il le fait en masse et un peu partout. Et il y a toujours ce rapport. J'ai une boîte produit, tu as une boîte produit, tu as une boîte service, tu as une boîte service. On fait à peu près les mêmes choses. Les algos sont de plus en plus open source. La clé, c'est comment on traite la donnée et comment on industrialise après, et on passe le relais aux gens des entreprises qui peuvent l'utiliser. Et donc, le construire avec l'entreprise ou le faire designer et spécialiser pour l'entreprise, pour l'instant, il n'y a personne qui a gagné. Et on regarde comment on avance. En tout cas, merci beaucoup Vincent, et je me tourne vers toi Raphaël. Merci beaucoup d'être là. Bonjour William. C'est cool. On se connaît bien aussi, on s'est vu plusieurs fois. Tu as un gros rôle dans une très grosse entreprise aujourd'hui. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que c'est cette entreprise et un use case? Bien sûr. Bonjour à tous, merci William, merci. Donc Thales, je pense que vous connaissez de nom, donc groupe industriel français-européen, leader technologique dans l'aérospatial, la défense, la cybersécurité, l'identité, avec une mission qui est de s'assurer que le monde qui est en train de se numériser de plus en plus rapidement, on puisse lui faire confiance et qu'il ait des fondations solides. La Digital Factory, c'est une entité indépendante de 300 personnes à peu près, qui a pour objectif d'être justement le fer de lance de la transformation numérique et d'être au plus près des projets en combinant une expertise numérique, être un peu le couplage avec l'écosystème qui tourne très très vite, et puis le monde de Thales qui a des engagements dans le temps. Il faut savoir qu'un projet moyen chez Thales, c'est 15 ans, donc on a des rythmes effectivement qui nous laissent le temps d'assurer ce qu'on fait. Et effectivement, une des missions, c'est d'introduire des nouvelles pratiques, des nouvelles technologies, et l'IA, bien sûr, en fait partie. On a un laboratoire implanté au cœur du Mila, au Canada, pour travailler sur ces questions. Et finalement, notre enjeu, c'est de dire finalement comment
on rajoute où on orchestre, on va dire, ces technologies, ces manières de faire pour assurer le bon niveau de sécurité, le bon niveau de qualité de service, le bon niveau de souveraineté, le bon niveau de durabilité, finalement, à ce qui peut être utilisé et ce qui émerge en termes de techno et de pratique. Alors, un cas très important en termes d'IA, un point clé, enfin une pierre d'angle dans nos développements, c'est de dire que l'IA doit laisser la place au doute. C'est-à-dire qu'un opérateur doit pouvoir questionner et débrayer manuellement. Donc je pense que vous avez tous fait l'expérience. Waze vous dit d'aller, ou votre navigateur GPS vous dit d'aller à gauche. Très probablement, vous allez à gauche, même si vous aviez toujours l'habitude d'aller à droite, parce que finalement, vous dites, si je vais à droite, je vais avoir un bouchon. Bref, quand on met de l'IA dans nos systèmes, il faut que l'opérateur ne tombe pas dans une mécanique où il va naturellement adopter toutes les propositions qui sont faites. Donc quand vous avez par exemple du passage automatisé à la frontière, quand vous voyagez, vous avez effectivement une analyse de vos données d'identité qui est faite, et si on a un doute, on est capable de remonter à la police des frontières par exemple, que ça vaudrait le coup de faire peut-être... alors on lui donne le résultat, et s'il a un doute, il a automatiquement la possibilité de faire un contrôle d'identité manuel et de discuter avec le passager. Donc effectivement, il y a un travail à la fois technologique sur l'IA, mais d'expérience, d'interface pour que l'opérateur puisse reprendre en main. Donc ça a l'air facile à dire, mais par contre, il y a des cas où c'est extrêmement compliqué. Donc vous avez des problèmes, des contraintes réglementaires, par exemple dans l'assistance au pilotage. À l'heure actuelle, vu que la majorité des accidents sont des erreurs humaines, il est interdit de reprendre la main manuellement. Donc comment est-ce que finalement on fait pour concilier ce droit au doute, entre guillemets, et la réglementation? Et puis il y a des cas où physiquement ça va être très compliqué. Vous avez des cas d'usage où on utilise de l'IA à Mach 3, Mach 4. Donc comment est-ce qu'on s'assure que... Dans les avions de chasse, c'est ça? Voilà, par exemple. Okay. Et donc comment faire pour que l'opérateur puisse se dire je veux challenger ce que me propose l'IA et je veux finalement changer mon altitude ou corriger ma trajectoire. Donc là, on est dans l'hyper-décision, en plein rush. Il va falloir lui faire confiance ou pas lui faire confiance et prendre la main dessus ou pas. C'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant. Là, on est sur un cas d'usage vraiment très high level où une IA n'a pas le droit d'avoir un petit défaut ou quelque chose. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Donc vous voyez, le sujet de la gouvernance de l'IA, de la gouvernance de la data, le sujet de l'apprentissage, le sujet de l'implémentation après, ça nous fait aller dans la deuxième partie de cette table ronde qui est plutôt sur les peurs et l'inspiration. Alors on flippe de l'IA parce qu'on ne connaît pas trop comment ça marche dans le détail, et l'objectif de cette deuxième tournée est de faire vraiment voilà, comment faire tomber les peurs, comment vous expliquer comment ça marche derrière et comment ça peut être implémenté. Alors vous avez entendu parler de la loi des JO, j'imagine. Vous avez vu qu'il y a pas mal de choses qui vont avancer là-dedans, détection de comportement, détection de bagarre, remontée de foule, etc., etc. Et ça fait peur. Moi, je suis là pour vous expliquer comment ça marche derrière. Aujourd'hui, si je devais reconnaître ce téléphone, il faudrait que j'ai 1500, 2000, 5000 photos de ce téléphone sous plusieurs angles, sous plusieurs luminosités et environnements, de manière à donner un maximum de variabilité aux différentes images que le réseau de neurones va apprendre. Parce qu'en vision par ordinateur, c'est tout con. Il apprend des couleurs, des pixels, des formes, et en fonction de la base de données qu'on lui a donnée et donc de sa richesse de base de données, il arrivera à reconnaître dans le monde réel, derrière un flux vidéo, en fonction de ce qu'il a appris, il aura la performance nécessaire. C'est-à-dire que si vous apprenez une voiture sous un ciel bleu comme aujourd'hui, le jour où il neige, vous la reconnaissez plus, cette voiture. Ça ne marche pas, c'est mathématique. Donc il y a ce sujet d'apprentissage, de gouvernance de la donnée et d'annotation. Pareil, si vous voulez reconnaître ce globe, mais que vous faites une annotation, c'est-à-dire un labeling, donc vous entourez le globe, et ça va prendre une partie de Vincent et une partie de Jérémy derrière. Et quand, à cette IA qui doit reconnaître ce globe, on lui demandera, en filmant Jérémy, est-ce que c'est un globe? Il dira, oui, c'est un globe à 12%. Parce qu'il y avait une partie de Jérémy qui était dans l'image que j'ai appris dans ma base de données. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe dans les rues et ce qui va être implémenté pendant les Jeux Olympiques, c'est des choses où un humain est dans la même
catégorie d'objets qu'une trottinette, qu'un vélo, qu'une voiture. Donc il n'y a aucun moyen de remonter à un visage, une couleur de vêtements ou autre, parce que c'est une catégorie d'objets et on ne peut pas venir spécifier dans les logiciels qu'on sort si je veux voir une taille, une corpulence ou autre. Donc on est là pour mettre en place ces règles, elles n'existent pas et petit à petit, nous essayons par les usages et par les expérimentations de donner une touche d'espoir et de sortir de cette sécurité où on en parle là de nos cas d'usage, mais on doit aussi vous parler que nous on y croit beaucoup à cette techno, ça va déferler de partout et ça va faire une immense vague. Et donc du coup, je sais que tu veux parler un petit peu d'école, de transmission et de formation, mais c'est hyper utile ce qu'on fait aujourd'hui, on ne vient pas juste monter nos têtes, on vient vous expliquer des use cases précis et pourquoi on y croit. Et si un humain, pour ma paroisse, et je passe la main dans 30 secondes, si moi, je me dis que la vision d'un être humain, c'est 70% de l'acquisition de son information, alors si on arrive à automatiser cette vision, partout où l'être humain n'arrive plus à être opérationnel parce qu'il y a trop de choses à voir, il y a trop de données. Et donc du coup, là, l'IA peut prendre le relais pour donner la décision ou l'information à l'être humain. Et on doit s'en servir comme ça. Vous avez devant vous 4 personnes qui ont des belles boîtes et qui sont en train de développer ces IA-là. Et nous, on vous dit, on tient la barre, on déconne pas et on fait en sorte de faire des use cases qui fonctionnent. Et donc, n'hésitez pas à nous poser des questions en off même parce qu'on est là pour vous répondre et pour vous guider sur le manque de savoir qu'il y a. Donc, Jérémy, quelle est toi ta vision d'une IA de demain? Fais-nous tomber les peurs. Tu entends parler de tout ce qui se passe en ce moment autour de l'IA. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous rassurer? Alors, pour un peu recentrer un peu plus le débat, nous, le vrai sujet qu'on a sur l'IA, c'est on aide les assureurs à prendre des décisions assez importantes pour leurs assurés. C'est est-ce qu'on va rembourser? Est-ce qu'on assure la personne? Ça peut être des choses assez impactantes. Parfois, c'est peut-être juste une rayure sur un véhicule, mais ça peut être remplacer un véhicule, ça peut être remboursé pour des gens pour qui les biens comptent. C'est parfois des prises en charge médicales. Et donc, la vraie question qui se pose, autre que le fait qu'il faut donner la bonne réponse, il y a tout un débat, et un vrai débat sur est-ce qu'on ne discrimine pas certaines personnes. Notamment aux États-Unis, c'est un gros débat en ce moment parce que il y a une façon facile de faire qui est on ne prend pas en variable en entrée dans les algorithmes les informations qu'on ne veut pas être discriminantes, le sexe de la personne, où est-ce qu'elle est née, les origines, ce qui sont des sujets quand même assez sensibles quand on veut rembourser quelqu'un ou pas. Ouais, parce que tu te rapproches du scoring, quoi. En fait, on fait un scoring, on explique pourquoi il faut pas, mais la question se pose, c'est est-ce que l'algorithme va pas se dire parce que c'est un homme, il faut pas le rembourser ou l'inverse. Et donc, une façon facile, c'est de ne pas prendre en compte ces paramètres quand on fait notre apprentissage ou quand on fait notre scoring. Mais après, la question derrière, c'est il y a tellement d'informations et en fait, est-ce qu'on ne peut pas, au bout d'un moment, reconstruire certains paramètres de manière implicite? Par exemple, l'algorithme qui apprend aujourd'hui, on fait tourner nos algorithmes sur à peu près 1,5 milliard d'accidents par an. Au bout d'un moment, est-ce qu'il ne va pas surapprendre et se dire inconsciemment, on va moins payer les hommes que les femmes, par exemple? Et c'est un vrai débat parce que c'est pas si facile de contrôler ce qu'il en sort. Donc il y a des stats faciles à faire. Il n'y a pas de raison qu'on rembourse plus les hommes que les femmes. Il n'y a pas de raison qu'on rembourse plus moins les étrangers que les locaux. Du coup, tu as des barrières éthiques. Comment tu fonctionnes autour de ça? Alors nous, on a pas mal de choses. On a une revue, on a une équipe de compliance qui revoit en permanence ce qu'on. Déjà, on documente tout ce qu'on fait. C'est important parce que nos clients ont parfois des contrôles de régulateurs. Donc il faut vraiment qu'on explique ce qu'on fait. Et ils peuvent régler ton IA, les utilisateurs? Alors, on ne règle pas l'IA, mais il y a des choses, par exemple, il y a certaines variables, on leur demande leur accord. Parce qu'on juge que c'est autorisé, mais on veut s'assurer qu'on est tous d'accord sur ce qu'on fait. Ouais. Un exemple, dans certains pays, on a le droit d'aller et d'utiliser les condamnations publiques. Donc dire une personne a été condamnée pour vol, en fait, quand elle déclare un autre vol, il faudrait qu'on regarde plus. En France, c'est illégal, mais par exemple à Singapour,
C'est même super important de vérifier si quelqu'un a déjà été condamné. C'est ça qui est compliqué avec l'éthique. Elle est souvent géographique aussi, et les mœurs, c'est la très gouvernance géographique, très société. Là, on était avec une association d'assureurs américains. Par exemple, un sujet la semaine dernière qui m'a un peu surpris, c'est que en France, les assurés n'acceptent pas que leur assureur monitorent en permanence leur déplacement de voiture, comment ils conduisent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie que leur assureur sache en permanence où ils sont. Personnellement, moi, quand on me demande est-ce qu'on peut me traquer avec mon application, j'ai dit non. Mais c'est vrai que je dis non parce que je me dis ça ne les regarde pas. Aux États-Unis, 80% des consommateurs sont prêts à le faire, même s'il y a 5% de réduction en assurance. Et donc, c'est vraiment des visions de données personnelles complètement différentes. En ayant travaillé dans ces deux marchés, j'avais jamais réalisé à quel point c'était si différent. Et donc, en fait, on ne peut pas faire les mêmes choses dans différents pays. Et donc, ce qu'on essaie de faire chez Shift, c'est de pouvoir avoir une sorte de points communs, de points de base. Et ensuite, si les assureurs veulent faire plus, on leur fait valider à l'écrit. Donc ça, c'est le sujet pour nous, où en fait, comment le faire tomber, c'est d'investir dans le fait d'avoir des bonnes équipes qui contrôlent les modèles. Parfois aussi, même si on n'y croit pas le faire, se dire est-ce que l'algo va surapprendre, est-ce que la personne est née à l'étranger ou non, c'est une histoire d'investissement et de contrôle. Et après, pour le futur, donc nous, ça fait depuis 2014 qu'on travaille dans le secteur. On a vu à quel point la technique évolue, à quel point, moi, personnellement, parfois, les équipes font des choses, je me dis... je leur avais dit oui, je leur avais donné le budget, mais j'y croyais pas trop. Donc ça, c'est des choses qui m'impressionnent au quotidien. Après, juste un petit mot qui sort de nulle part, mais parce que nous, le sujet en ce moment, c'est ChatGPT. Vous imaginez pas à quel point 95 de nos clients, dans les 2 dernières semaines, ont envoyé un email en disant on veut comprendre si vous l'utilisez, comment ça marche. Et donc, la semaine dernière, je me suis dit, je vais demander à l'équipe ce qu'ils en pensent. Et il y a tellement de presse là-dessus et de mode. Je me suis dit, il y a 90% de chances qu'ils me disent c'est que du bluff, ça sert à rien. Et 10% de chances qu'ils me disent que c'est intéressant. Et juste, leur retour, ils sont totalement impressionnés par la performance. Donc, je me dis, il y a vraiment quelque chose à utiliser là-dessus. Et voilà. Ouais, un truc à faire, c'est clair. Et version payante qui vient de sortir en plus, je crois. Donc du coup, version entreprise dans pas longtemps aussi. Donc on va pouvoir s'en servir en outil. D'ailleurs, c'est le relais parfait pour Vincent. Merci beaucoup, Jérémy. Vincent, pareil, on en parle beaucoup en off. Quelle est ta vision? Quelle est ton envie pour expliquer mieux ou faire tomber la barrière des peurs? Comment tu gères l'éthique, la gouvernance, la formation, la transmission? Vas-y, la vision, je sais que c'est ton point fort. Déjà, je voudrais rebondir sur la présentation de Jérémy. Je pense qu'il est assez impressionnant dans le secteur, c'est de voir à quel point les technologies sont en avance sur la régulation. Et en fait, un truc qui m'impressionne toujours beaucoup, c'est de voir à quel point les acteurs s'autocontrôlent. Et se fixent leurs propres limites. Je pense que ce qui est intéressant dans ce qu'a partagé Jérémy, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui un cadre régulatoire. Déjà, il y a la notion des pays qui fait que c'est très compliqué d'avoir un cadre commun. On n'a pas aujourd'hui de cadre commun. Et après, chacun se fixe ses propres limites. Et donc ça, c'est extrêmement dur. Et quand je discute avec des technologies dans le secteur, c'est un des éléments les plus difficiles, c'est de travailler sans cadre. Effectivement, aujourd'hui, on a le RGPD donc, qui régit la collecte des données personnelles. On n'a pas de loi sur l'intelligence artificielle. Donc tu as évoqué une loi qui va venir pour les JO. C'est en train, peut-être. C'est en train, voilà. Mais aujourd'hui, on n'a pas de cadre juridique. Et donc chacun se fait ses propres contraintes. ChatGPT, par exemple, si vous lui posez des questions sur comment construire un cocktail Molotov, il vous dira non, ça, je vous dis pas. Sauf que si tu lui dis dans une scène de film ou de théâtre, c'est corrigé depuis. Ça a été corrigé. Voilà. Donc les gens utilisaient un biais en disant je suis un acteur, j'ai besoin pour monter. Voilà. Donc, mais ça a été corrigé. Make a Video de Meta. Aujourd'hui, Meta a trouvé, alors je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est en gros c'est l'équivalent de DALL-E côté vidéo. C'est très impressionnant. Meta a sorti, donc c'est un prompt to vidéo. Il a jugé la techno tellement performante qu'en fait, il n'a pas donné accès au public. Pour ceux qui l'utilisent en bêta, il impose de mettre un script, un bandeau pour dire que cette vidéo a été construite par une IA. Parce qu'évidemment, ça pose des problèmes de propriété intellectuelle, ça pose des problèmes de désinformation, de deepfake. Donc il y a des gros sujets. Donc voilà, moi je suis quand même optimiste par nature et je trouve que ces acteurs font l'effort de s'autocontrôler. Voilà, je peux citer aussi, il y a des collectifs qui s'organisent. On a par exemple Positive AI
qui a été menée par un collectif avec L'Oréal, Orange et d'autres grosses sociétés qui ont commencé à construire un label autour de l'éthique, qui est un label franco-allemand d'ailleurs, donc qui est assez intéressant. Donc les acteurs privés se saisissent du sujet, ce qui pour moi est une bonne chose. Il faut réguler très très vite, ça c'est certain, hein, je pense que vous en avez conscience et on a tous conscience autour de la table. C'est très difficile de travailler dans un contexte où l'évolution technologique est si rapide que en fait, le régulatoire cherche derrière. Donc ça c'est un gros sujet. Je termine donc par rapport à ta deuxième question sur la vision. Je pense que vous savez, l'IA ça fonctionne par palier. On a eu clairement un palier technologique avec le big data. Voilà, je reviendrai pas dessus. Pour moi, il y a eu plusieurs ères dans l'IA. Le début, c'était l'ère de l'information et comment structurer l'information. Ça, c'est arrivé avec finalement Internet et Google, quoi. On a passé ces dernières années le cap de la prédiction. Donc c'était mon exemple avec les croissants. On aide les gens à mieux prédire. Tu prédis aussi de la fraude. Et je pense qu'on va rentrer dans une troisième phase qui est l'ère de la création. Clairement, c'est quelque chose qui m'impressionne énormément. On a beaucoup parlé du test de Turing. Test de Turing, check. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je discute avec ChatGPT, je ne sais pas, et personne ne sait que finalement, ce n'est pas un être humain. J'ai appris aujourd'hui dans la presse qu'il venait d'être certifié dans les meilleures écoles américaines. ChatGPT a passé le barreau américain et je crois une école de médecine. C'est très impressionnant. Donc on n'est plus à un niveau où il y a un doute. Voilà, donc c'est le test de Turing, à la fois pour le texte, pour la vidéo. On va avoir Veli qui va arriver sur le son, qu'il va aussi falloir énormément réguler parce qu'on va être capable de faire des sons de synthèse. Donc je pense que c'est évidemment ça pose plein de questions sur l'appropriation du contenu, la désinformation, mais c'est aussi, je pense, un formidable outil créatif, plus de peur de la feuille blanche, hein, on va pouvoir rédiger des contenus très facilement et ça va énormément améliorer la productivité. Ces outils sont maintenant disponibles, donc Microsoft a annoncé qu'ils allaient le lancer dans toute la suite Office. On va avoir des comptes rendus d'entretien à la volée. On va aussi, les codeurs maintenant utilisent ces outils, chez moi ils utilisent via GitHub parce que cette plateforme est disponible dans GitHub. Donc je pense que ça va doper la créativité. Donc moi mon exemple de boulanger augmenté, demain c'est des créatifs augmentés. Donc je suis extrêmement enthousiaste de voir ce qui va se passer. Il faut juste trouver le bon compromis pour réguler sans brider la créativité. Je pense être l'enjeu des prochaines années. C'est ça, il y a un gros transfert de focus. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'opérationnel et comment on fait pour faire avancer et on rajoute des couches créatives. Toi, ce que tu nous expliques, c'est que demain, ou aujourd'hui même, on a les outils et on n'a plus qu'à être super créatif et en se servant de ces outils-là pour accélérer encore plus. Supervision. Sur le débat de l'IA et de l'humain, il y a un peu deux écoles. Il y a l'école où en fait le robot va remplacer l'homme et la deuxième école qui est l'augmentation. Moi je crois beaucoup plus à cette deuxième vision. En fait, quand on fait le calcul sur la destruction ou la création de jobs, c'est assez équilibré. Ce qui se passe, c'est que les jobs se modifient et donc demain, on va avoir des jobs beaucoup plus créatifs où finalement les robots vont aider les humains à réfléchir plus vite. Et c'est ça qu'on est en train de voir. Et ça tombe bien parce que notre valeur principale, c'est de réagir à l'inconnu, nous, en tant qu'êtres biologiques, et de créer le monde d'après. Donc en fait, on reviendrait à des vraies valeurs humaines. Merci beaucoup en tout cas, Vincent. On l'espère. C'est cool, ouais. Raphaël, raconte-nous un peu la vision que tu incarnes chez Thales et surtout, qu'est-ce que tu penses de l'IA? Fais-nous tomber un peu les peurs. Tu es dans une entreprise d'armement, de choses qui font, oui, un peu peur, mais qui font plein d'autres choses bien. Je travaille avec toi sur plein d'autres sujets. Explique-nous un petit peu comment est la philosophie de développement de l'IA chez toi. Alors effectivement, l'IA, il y a un imaginaire, en plus même dans le vocabulaire, on parle d'intelligence, on parle de neurones, en effet miroir sur les humains. En fait, on prend très rationnellement le sujet comme composant technologique. Et finalement, se dire qu'il faut le traiter avec tout le sérieux qu'on peut avoir sur d'autres technologies, comme un industriel avec des temps longs. Donc en fait, finalement, on fait ce qu'on a fait pour le software il y a 30 ans. Ça paraît un peu bête, mais finalement d'appliquer des bonnes pratiques. Comment est-ce qu'on gère nos versions, comment on gère nos process, comment on automatise pour éviter qu'il y ait un petit bidouillage humain au dernier moment qui fasse qu'on ne puisse pas reproduire après nos problèmes. Comment on spécifie, alors tout en restant le plus agile et le plus proche de nos utilisateurs, pour que finalement ce soit fait de manière sérieuse, entre guillemets.
Et donc c'est cet ensemble, cette approche finalement très méthodique, et vraiment on considère l'IA comme du soft, enfin une nouvelle génération, mais dans lequel encore une fois on automatise, on suit les versions, on sécurise dès le début, on s'assure que il y a une correction en permanence des écarts qui peuvent s'installer en réapprenant. Moi je suis curieux de savoir par exemple comment le boulanger renseigne quand il n'a pas eu assez de croissants pour que justement l'algo s'améliore en continu. Et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que chez Thales, culturellement et même dans tous nos process, il y a un sujet qui nous tient à cœur, qui est important même pour nos clients, ce qu'on appelle le SWAP, c'est le Size, Weight and Power. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nos équipements, comme des radios, des équipements de communication, qui terminent dans les sacs à dos. Donc il faut que ce soit léger, que la batterie dure longtemps et que ce ne soit pas trop gros. Et donc finalement, en appliquant ce concept à finalement tout ce qu'on fait, se dire, est-ce qu'on est capable de faire des IA où il y a peu de données ? C'est-à-dire qu'on a des cas d'usage. Très clairement, quand vous faites de la signature de sous-marins russes, il n'y en a pas beaucoup des données. Ou en tout cas, s'il y en a, nous, on ne les connaît pas. Donc il faut être capable de construire des modèles à partir de jeux de données extrêmement faibles ou incertains. Deuxième point, il faut qu'on ait des IA qui, en termes d'apprentissage, ne consomment pas trop. ChatGPT, tous les autres modèles de language, c'est 1 milliard le training, la version, donc en puissance de calcul. D'ailleurs, ça pose clairement des questions de savoir est-ce qu'il y a un Européen qui peut se payer ce genre de système. Et donc l'enjeu, c'est de dire est-ce que, en termes de consommation, quand c'est à l'edge, quand c'est dans le sac à dos, est-ce que ça consomme peu, et puis même en entraînement en amont. Et puis finalement, d'être s'assurer qu'on puisse être robuste dans les résultats qu'on donne, c'est-à-dire les tester, parce que finalement, derrière, il y a des décisions humaines qui sont prises sur lesquelles, même si on a le droit au doute, il faut être capable de prendre une décision. Et donc, c'est cet ensemble de principes qu'on a déjà largement déployé pour le logiciel et dans l'ingénierie logicielle, qu'on déploie maintenant dans l'IA. Un point important, et je terminerai peut-être là-dessus, c'est l'enjeu de l'intégrité des données. On a beaucoup parlé avec le RGPD de la confidentialité des données. On s'aperçoit que dans les systèmes, notamment les systèmes distribués, il y a des prises de décision automatiques qui sont faites par rapport aux données qui viennent en temps réel. Donc on prend par exemple la gestion de réseaux électriques intelligents, les smart grids, l'ajustement, notamment avec des modèles de prosumer où les gens produisent, consomment de la puissance qui est répartie sur les réseaux, elle va se faire en fonction des données qui sont remontées des capteurs. Donc effectivement, les compteurs, les appareils eux-mêmes vont indiquer au réseau le niveau de puissance qui sont demandés, qui sont fournis. Et ça, il est essentiel que personne puisse pouffer ces données, parce que sinon on dérègle la grid et quelqu'un de malveillant pourrait tenter de le faire. Donc il y a tout cet enjeu d'intégrité, à la fois des applications des données, qui, à mon avis, va émerger et est effectivement critique quand les systèmes vont se développer. Et de sécurité, et on en a besoin. Donc on a essayé en 40 minutes de vous donner un maximum de détails. C'est pas évident devant une scène comme ça, de tout bien organiser. Donc merci. J'espère qu'on a été assez clair, assez concret. On vous remercie beaucoup de votre écoute et on vous dit à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, chers invités. Merci beaucoup. Merci à tous.